Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous pour les jeudis de l'agro consacré ce matin au Vietnam. On va voir ensemble toutes les facettes et les spécificités du marché agroalimentaire sur le Vietnam. On va étudier aussi ses réseaux de distribution, comme on a l'habitude de le faire pour les autres jeudis de l'agro. Et puis on parlera aussi réglementation, certification, tous les aspects techniques donc, et réglementaires qui sont très importants pour vous pour aborder et exporter le marché vietnamien, mais aussi, on va le voir tout à l'heure, le marché de l'ASEAN. J'aimerais remercier Lanne, notre intervenante de ce matin. Je vous la présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Merci beaucoup, Lanne, d'être avec nous ce matin et de partager votre expertise avec les entreprises bretonnes. Bonjour à tous, merci Karen, je suis très ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler du Vietnam. Eh bien, nous aussi, merci beaucoup. Bonjour Eric, chargé d'affaires agroalimentaires à BCI, que vous connaissez tous et que je ne présente plus. Bonjour à toi Eric. Un petit mot sur ce webinaire, donc sur les jeudis de l'agro que l'on vous propose tout au long de l'année et que l'on poursuivra bien évidemment sur l'année 2022. Tous ces jeudis de l'agro, nous les faisons en partenariat avec Produits en Bretagne et la BEA, donc qui sont nos deux partenaires pour ce parcours filière que l'on vous propose depuis le début de l'année 2021 maintenant et qui se poursuivra donc sur le courant 2022. En ce qui concerne le fonctionnement de ce webinaire, c'est comme d'habitude. Pour la prise de notes, hein, ne soyez pas affolés par toutes les informations que l'on va vous donner au cours de cette réunion ce matin. Je vous donnerai un lien grâce auquel vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site web, sur la plateforme BCI Info. Le webinaire est enregistré, donc le podcast sera lui aussi disponible sur BCI Info. Je vais vous présenter donc Lanne, notre intervenante de ce matin, et puis ces deux collègues qu'on ne voit pas, mais qui sont bien là avec nous. Donc, Lanne est conseillère export responsable du pôle agrotech à Business France Vietnam. Lanne est au bureau de Hanoï. Business France Vietnam est l'un de nos prestataires agréés sur le Vietnam, mais qui rayonne, comme je le disais aussi tout à l'heure, sur toute la zone ASEAN. Maï et Oan sont également avec nous. Elles sont respectivement expertes pour toute la partie agrotech, donc agri et agro sur le marché vietnamien. Et Oan a une expertise notamment sur les produits alcoolisés. On a quelques participants dans l'assistance qui sont dans ce domaine-là. Donc, Lanne pensait intéressant de faire intervenir Oan pour cette partie-là. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Ce webinaire, c'est le vôtre. C'est un moment privilégié au cours duquel vous pouvez échanger avec nos experts intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau. On n'attendra pas forcément la fin pour ça, pour ce temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Les retours d'expérience de chacun sont un très bon exemple pour tout le monde, donc n'hésitez pas à intervenir, à rebondir sur les propos de Lanne pour poser vos questions. Si toutefois vous préférez échanger de manière plus confidentielle et nous poser vos questions après le webinaire, évidemment, c'est tout à fait possible. On est à votre entière disposition. Vous pourrez envoyer un mail à Eric ou contacter Lanne directement pour que l'on puisse organiser avec vous des visios après le webinaire. C'est facile, c'est rapide. Et encore une fois, donc on est à votre entière disposition après le webinaire aussi, évidemment. Un petit mot sur le questionnaire sur lequel vous allez tomber lorsque vous allez vous déconnecter à la fin de ce webinaire. Je vous remercie vivement par avance de prendre une petite minute pour répondre aux questions qui vous sont posées. Il y a 10 questions. Sincèrement, ça prend vraiment une minute. C'est très important pour nous, mais aussi pour nos intervenants d'avoir votre retour sur le contenu, sur l'organisation, mais aussi sur vos suggestions éventuelles de prochaines thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochains webinaires ou lors de prochaines réunions en présentiel. Donc, par avance, merci beaucoup de prendre cette petite minute pour remplir le questionnaire en fin de webinaire.
Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous déjà pour la plupart. Donc, on est une association financée par le Conseil régional et la CCI Bretagne. On a 1000 adhérents à ce jour. Notre objectif et notre mission, c'est de vous aider dans votre développement à l'international. Vous avez à votre disposition une équipe de 35 personnes basées partout en Bretagne. Nos chargés d'affaires ici au siège qui sont spécialisés par secteur, donc Eric pour le secteur agroalimentaire. Et aussi, vous avez proche de vous dans vos CCI territoriales nos collègues qui peuvent vous aider notamment sur les aspects techniques et réglementaires dans vos premières démarches à l'export lorsque vous attaquez tel ou tel marché. Je vais faire un petit focus sur trois choses importantes. BCI Info, la plateforme de veille qui est à votre disposition sur notre site web. Donc, vous pouvez retrouver sur cette plateforme toutes les veilles marchés, les veilles techniques et réglementaires, tous les supports de réunion ainsi que les podcasts. Vous avez également des synthèses marchés qui sont faites par nos prestataires agréés à l'étranger. Et vous avez également une base de données d'acteurs étrangers donc, qui est très utile pour alimenter votre ciblage et votre prospection marché. Donc, vraiment, c'est une source inépuisable de ressources pour vous. C'est mis à jour quotidiennement. Toutes les données sont vraiment qualifiées par une équipe en interne qui ne s'occupe que de cette plateforme BCI Info. Si vous ne connaissez pas cet outil, je vous invite vraiment à le découvrir sur notre site web. Un petit mot sur BCI Connect. C'est quelque chose que l'on a mis en place il y a plusieurs mois maintenant. C'est réservé aux adhérents de Bretagne Commerce International et réservé aux dirigeants d'entreprise. C'est un outil qui permet aux dirigeants d'échanger entre eux de manière confidentielle, d'échanger sur leurs problématiques d'ordre stratégique et d'échanger leurs expériences par rapport à tel ou tel marché ou telle problématique, encore une fois, qu'ils pourraient rencontrer. Un nouvel outil que l'on met en place et qui sera disponible en fin d'année, on l'espère, c'est une e-vitrine, un e-catalogue sur lequel vous pourrez donc télécharger tous vos savoir-faire. Cet outil qui s'appelle Suppliers from Bretagne, cette e-vitrine est réservée aux entreprises adhérentes de BCI. L'objectif, c'est vraiment de dresser un catalogue complet de toutes les compétences et de toutes les expertises, de toutes les ressources disponibles en Bretagne. Cet outil a vocation d'aider aussi les acheteurs, les investisseurs étrangers lorsqu'ils cherchent un produit, une compétence, un service. Cette e-vitrine est vraiment faite pour vous mettre en lumière, entreprise bretonne, et vous mettre en avant par rapport à de futurs prospects ou par rapport à des acheteurs et distributeurs internationaux. Dernière petite chose importante, qui n'est pas une petite chose d'ailleurs, l'Open de l'International. Vous participez tous depuis, on a fait la 9e édition cette année. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans de notre Open de l'International. Donc, vous pouvez déjà bloquer dans votre agenda le lundi 4 juillet 2022. On va revenir à un Open en présentiel. On vous communiquera le lieu ultérieurement. Mais notez déjà le 4 juillet donc 2022 dans vos agendas. C'est le moyen pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. On a l'habitude de répéter ça, mais c'est vraiment ce que nous disent les entreprises bretonnes participantes. Vous pouvez, à l'occasion de cette journée, participer à des ateliers thématiques, des focus pays, des tables rondes de bonnes pratiques, des ateliers de retour d'expérience. C'est l'occasion pour vous de rencontrer en B2B non seulement d'autres entreprises bretonnes, mais aussi nos prestataires agréés à l'étranger qui viennent exclusivement en Bretagne pour ce grand rendez-vous donc, que l'on organise chaque année le premier lundi de juillet. Vous recevrez le moment venu les adresses web pour vous connecter et vous inscrire en ligne. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous laisser la parole, Lan, pour parler donc de ce marché agroalimentaire au Vietnam. On va d'abord faire un panorama global du secteur agro au Vietnam. On va parler de différentes catégories produits, un petit point élevage parce que c'est important. On va parler des réseaux de distribution, des tendances consommation. Ensuite, Lan nous parlera des opportunités et éventuels obstacles pour les produits français, comment bien aborder le marché.
On parlera des accords de libre-échange, évidemment, qui existent entre l'Union européenne et le Vietnam. Et puis, l'Anne nous fera quelques recommandations stratégiques pour bien approcher le marché et puis optimiser au maximum donc, vos premières démarches sur le marché agroalimentaire au Vietnam. Enfin, on vous citera quelques success stories d'entreprises bretonnes qui ont bien réussi sur le marché. Lannes, je vous laisse la parole pour Merci démarrer donc avec cette Karen. première partie sur la présentation générale du Vietnam. Merci Karen, bonjour à tous. Très ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette fois-ci visio-conférence, hein, mais en espérant bientôt que nous pourrions vous rencontrer en France ou au Vietnam en vrai. Voilà, donc j'ai le grand plaisir de vous parler de notre marché du Vietnam. Je ne sais pas si vous connaissez notre pays. Vietnam, c'est un des pays de l'ASEAN et nous sommes c'est un marché, disons, très potentiel sur le plan de démographique. On a actuellement 97 millions d'habitants. Et notre pays est aussi très dynamique en termes économiques. On l'enregistre, ce que je parle, c'est avant la crise sanitaire, on l'enregistre en moyenne 6,8 en termes de taux de croissance économique. Et en 2022, on fait partie des rares pays qui a un taux de croissance positif de 2,9%. Donc, disons, pour ce moment, on est assez bien classé dans l'Asie du Sud-Est. On est en quatrième économie. Voilà. Et vous voyez sur l'écran la carte du Vietnam et vous allez voir, nous avons deux grandes villes. Ce sont les plus grands marchés du pays, s'agissant de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville. Et pour parler les éléments macro du Vietnam, on ne peut pas ne pas parler des impacts Covid. Donc, depuis l'année dernière, le pays s'en sorti plutôt pas du tout mal. L'année dernière, on était très peu touché en fait par le Covid. Et pourtant, depuis fin avril, avec la quatrième vague, le Vietnam est très touché par cette vague. Donc, la conséquence, c'est que nous avons des frontières fermées, bon, bien sûr, comme d'autres pays. Nous avons aussi tout le secteur HoReCa, hôtel, restaurant fermé aussi. On était en confinement et là, le processus de déconfinement a commencé. Le côté Hanoï, donc progressivement, on revient à la normale. Moi, par exemple, je suis de retour au bureau 100% de mon temps depuis le lundi. Et Ho Chi Minh Ville, le processus va commencer demain, 1er octobre. Donc, en espérant aussi, pour le dernier trimestre du Vietnam, on va rattraper nos pertes à cause de cette quatrième vague. Et selon les prévisions, je n'ai pas mis sur ce slide, mais selon les prévisions de la Banque mondiale, initialement, pour l'année 2021, la croissance économique était prévue à 6,8%. Maintenant, ce taux, bien sûr, à cause de cette quatrième vague, a été réévalué quand même à 4,8% pour l'année 2021. Donc, nous attendons tous le retour du pays. La slide suivante, s'il vous plaît, Karen. Donc, maintenant, je vais vous parler des marchés porteurs du secteur agroalimentaire. Je vais me concentrer plutôt sur les secteurs principaux parce que, quand on dit agroalimentaire, c'est assez large. Et quand nous préparons cette présentation, on base sur les potentiels du pays et aussi on base sur les forces de la Bretagne aussi. Donc, le Vietnam est un pays agricole. On est un exportateur aussi des produits agricoles assez connus. Donc, surtout pour les fruits et aussi les produits aquacoles.
Donc, nous avons, en termes de culture, donc la culture, je vais rentrer un peu en détail après, la culture du riz, la culture des fruits et légumes. Et ensuite, on est très connu aussi dans tout ce qui est poivre, café, voilà. Et on est un gros producteur aussi d'élevage. On exporte un peu, hein, pas beaucoup, on exporte un peu de porc, plutôt, bon, principalement en Chine. Voilà. Et on commence aussi à exporter des volailles au Japon. Voilà, donc, mais c'est juste le commencement. Et on développe, c'est le début toujours, mais le pays et le gouvernement surtout met un accent sur le développement de l'industrie de transformation. Et en tout ce qui est les produits importés, le pays est un pays exportateur, mais pourtant, nous importons aussi beaucoup des produits de l'extérieur parce que pourquoi tout à l'heure je vais en parler plus en détail dans la tendance de consommation parce qu'il y a des produits que le pays nous-mêmes on ne produit pas et aussi la tendance des consommateurs qui veut chercher les produits disons de bonne sécurité alimentaire que pendant les dernières années notre pays a des sérieux problèmes liés à la sécurité alimentaire et sous les yeux des consommateurs les produits importés équivalent qualité, équivalent bonne sécurité alimentaire. Donc ces produits importés ont une place assez importante chez nous. Et quand on voit les chiffres, par exemple, en 2019, en termes de produits agroalimentaires, le Vietnam a importé 23,7 milliards d'euros en 2019. En 2020, malgré la crise, on a une très légère diminution. On est à 22,3 milliards d'euros en 2020. Et la France est classée au 22e fournisseur produits alimentaires du Vietnam. C'est le classement monde. Mais si on parle du classement de l'Europe, la France occupe la deuxième place. Voilà, ça c'est et en termes des marques françaises, la France dans l'histoire, je pense que vous connaissez tous aussi, hein, on a une histoire liée sous le temps de la colonisation, mais maintenant ça fait déjà très longtemps, mais les produits français sont très connus au Vietnam, en particulier la gastronomie française aussi très connue au Vietnam. Donc, quand on parle des produits français, bien sûr qu'on pense tout de suite que c'est un produit assez luxe, que c'est de la qualité, etc. Et le pays, si on part de mots maintenant, après je vais rentrer en détail aussi hein, sur le réseau de distribution, on a de différents canaux. On a la distribution traditionnelle, et aussi la distribution moderne. Pour ce moment, en voyant les chiffres, vous allez voir aussi la part de la distribution traditionnelle qui occupe la majorité. Mais la tendance, c'est pour le canal de distribution moderne. Voilà. Et en ce qui concerne le COVID, parce que l'arrivée du COVID et la crise sanitaire a fait changer plusieurs choses, a fait changer la tendance, les habitudes de consommation, les habitudes de fait des achats, aussi la recherche des produits. Par exemple, pendant la crise, les gens qui cherchent plutôt les produits de première nécessité, par exemple, pour les produits luxury très haut de gamme, on cherche moins. Ou bien on cherche beaucoup des produits, disons, qui a une longue durée de conservation, parce que les frontières sont fermées, les vols cargo, bon, les produits en fait importés peuvent venir, mais avec aussi des difficultés. Voilà, et on développe beaucoup, je vais rentrer dans les chiffres après, de e-commerce. Voilà. La slide suivante, s'il vous plaît. Maintenant, pour parler sur les produits français porteurs sur le marché, vous pouvez voir aussi, hein,
que les produits que la Bretagne est très fort, qui sont aussi sur l'écran. Donc, l'élevage, Vietnam, l'élevage est un secteur très important dans l'agriculture, qui occupe une place très importante. Et la France ici est premier fournisseur de vaccins pour l'élevage sur le marché vietnamien. Et sans parler que sur ce secteur-là, il y a pas mal de présence française en termes de vaccination, en termes d'alimentation animale, en termes de génétique aussi, qui marche pas mal. C'est pour l'élevage. Et en ce qui concerne le vin, bien sûr, le vin français, la France est toujours leader sur le marché vietnamien. Là, la France est deuxième fournisseur de vin en termes de valeur en 2020. Et la France est quatrième fournisseur de saucissons au Vietnam. Voilà. Et donc, pour le fromage et le beurre, la place de la France fait toujours partie des 5 premiers fournisseurs du pays. Par exemple, le beurre, la France est deuxième fournisseur, et le fromage, la France est 5e fournisseur. Et parmi les produits très recherchés par le pays, il faut citer aussi les produits laitiers, parce que les produits laitiers sont le groupe, sont les produits qui connaissent la croissance même pendant la crise. Parce que pour les Vietnamiens, pendant la crise, ils cherchent les produits bons pour la santé. Donc pour nous, les produits laitiers font partie des produits bons pour la santé. Donc les produits carnés, on cherche beaucoup aussi, surtout dans les produits congelés, la viande congelée par exemple, nous cherchons beaucoup. Et puis les produits transformés aussi, parce que surtout les produits avec l'emballage, avec la délio assez long. Les produits bio, c'est le début, c'est le bio sain naturel. Le produit bio, c'est très niche, mais niche potentielle, c'est le début. Et quand on part avec les importateurs ou quand on part avec les distributeurs, les GMS surtout, on voit que la plupart des clients pour ces produits bio sont des locaux. C'est le contraire à notre hypothèse, parce que quand on parle des produits bio, c'est un prix derrière, surtout les produits bio importés. Et on pensait tout de suite à des expatriés, mais pourtant, la plupart des clients, les consommateurs finaux, sont des locaux. Donc, je pense que c'est un serment aussi à saisir dans l'avenir. Voilà, parce que maintenant, c'est le début. Et comme le pays souhaite développer les industries de transformation, il nous manque les équipements pour la chaîne du foie. Et voilà, donc c'est aussi un serment à voir. Nous avons aussi des acteurs français dans ce secteur-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays est très preneur des produits pour la génétique animale, surtout le porc. Voilà, donc pour ce secteur en général, suite à la crise, les Vietnamiens, on cherche beaucoup des produits prêts à consommer, les produits alimentaires de base, bien emballés et faciles pour le stockage, et on peut stocker longtemps. La slide suivante, s'il vous plaît. Maintenant, je vais rentrer un peu dans les détails pour chaque segment des produits potentiels. Donc, pour le produit laitier, par exemple, la France est placée au 6e pays fournisseur du Vietnam. Pour ce moment, le taux de consommation des produits laitiers pour les Vietnamiens est assez faible si on compare avec d'autres pays, mais pourtant, ce taux de consommation a été multiplié par 25 déjà en 36 ans et qui va continuer aussi à augmenter. Et le pays aussi a une production laitière pour l'instant qui est dominée par les grands acteurs, par les deux grands groupes, Vinamilk et TH1000. Pourtant, les derniers temps, on voit l'arrivée d'autres acteurs locaux, mais qui sont à un niveau moins par rapport à TH1000 et Vinamilk. Le pays peut produire les produits laitiers, mais pas suffisamment, qui satisfait seulement
à peu près 40% de la demande du pays. Ce qu'on voit aussi, c'est l'industrie laitière a pas mal développé au Vietnam. Et les grands groupes comme Vinamilk a aussi commencé à exporter et commencé aussi à investir à l'étranger pour les usines de production et exporter leurs produits. Les produits exportés, le plus gros client, c'est toujours la Chine, hein, et aussi Moyen-Orient. Et les produits exportés sont les produits du lait condensé, où Vinamilk a commencé aussi à exporter les produits organiques, les produits du lait bio et organique dans d'autres pays. Il commence aussi récemment à exporter à des marchés difficiles, par exemple comme le Singapour. Voilà, c'est le côté de la production du pays. Et côté importation, ce qu'on voit bien aussi, malgré la crise en 2020, les produits laitiers importés ont enregistré un taux de croissance de 10%, le beurre de 13%, le fromage de 11%. Donc, ce segment est très potentiel chez nous, mais il est à noter quand même que la concurrence est très forte, surtout les produits provenant de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et récemment les produits qui viennent de l'Italie. Parce que les Italiens, ils sont très forts dans la promotion. Et pourtant, nous, les Français, selon les importateurs et les distributeurs, on est un peu rigide et moins flexible à ce niveau de promotion. Voilà. Et socialement, par exemple, dans les produits laitiers, le pays cherche beaucoup le lait liquide, le lait naturel, le lait bio aussi, les yaourts à boire et les fromages. Voilà, ce sont les segments que l'on cherche beaucoup. Deuxième groupe de produits potentiels, c'est boulangerie et pâtisserie. Voilà, on voit bien que ce secteur enregistre une croissance positive en 2020 à 8,8%. Et même pour les importations, on a enregistré 7% de plus. C'est sûr que socialement, on voit en ce qui concerne la production locale, nous avons aussi une production locale, mais qui reste très artisanale, presque la moitié. Vous voyez, on a aussi les sociétés locaux comme ABC, Bibica. On a aussi le Mondelez, c'est une joint venture avec Kingdo, ces acteurs-là locaux. Mais pourtant, on ne peut pas produire les mêmes produits que la France. Et c'est pour cela le pays est très preneur aussi des produits viennoiseries et pâtisseries françaises congelés. On a récemment les acheteurs qui nous ont saisis pour chercher de la viennoiserie et pâtisserie congelée. Et pour nous, les Vietnamiens, le meilleur moment de vente, c'est un mois ou 2 mois avant le Nouvel An. Donc, la bonne saison commence le mois de décembre. C'est parce que nous, on fête à la fois le Noël, le Nouvel An solaire et le Nouvel An lunaire. Donc, le meilleur moment de vente débute le mois de décembre et termine au moment fin janvier d'habitude, parce que le Nouvel An traditionnel, c'est le Nouvel An lunaire. C'est la même date, le Nouvel An chinois, comme vous le dites tout le temps. C'est en février, d'habitude en février de l'an. De l'année lunaire à l'année solaire. Voilà. Donc, c'est le meilleur moment de vente. Et c'est en ce moment-là, on cherche beaucoup des produits biscuits, mais en jolie boîte et que l'on pourrait en faire cadeau et offrir pour cette occasion Nouvel An. Et même les Vietnamiens, même les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais qui sont prêts toujours, c'est le moment qu'ils sont prêts à payer en fait pour un beau produit et produit qualité pour offrir à des collègues, à des amis ou la famille. Voilà, donc c'est à noter un élément très important. La slide suivante, s'il vous plaît, Karen.
Et vient ensuite la confiserie est aussi la confiserie. Voilà, la confiserie au Vietnam, on consomme beaucoup aussi hein, le chocolat par exemple. Au début, le vietnamien chocolat, c'est pas un produit que l'on consomme tous les jours, bien sûr, parce que c'est un prix à donner. Mais pour l'instant, ça devient un produit très connu et aussi abordable. Au niveau local, on a aussi la production du chocolat, mais plutôt les productions locales se positionnent sur le moyenne gamme et haut de gamme. Et je ne sais pas si vous connaissez la marque Chocolat Marou qui est montée par deux Français et puis qui commence aussi à exporter un peu en France aussi. Que le produit coûte très cher pour un Vietnamien, mais ça marche très bien au Vietnam. Et il a commencé à exporter. Il pense aussi à élargir encore les business ici au Vietnam et exporter depuis le Vietnam, par exemple. Et la France, quand on parle de la France, pour ce secteur, la France reste une place très modeste à 24e position. Les fournisseurs principaux sont les pays asiatiques comme la Chine, Thaïlande et Malaisie. Parce que pour l'entrée de gamme, vu la proximité, vu le coût, donc, parce que nous, on est un pays quand même asiatique, le coût reste un facteur très important. Les produits provenant de l'Asie, c'est quand même abordable. Mais pourtant, il y a toujours une place pour les produits importés. Parce que nous avons un serment pour la classe moyenne aisée qui développe rapidement actuellement. Voilà. Et deuxième serment que je voudrais vous parler, c'est de la charcuterie. La charcuterie, pour ce moment, reste niche, mais à fort potentiel. Pour dire, depuis un an, le porc, les produits ibéricaux de l'Espagne devient une tendance. Et puis, les Vietnamiens se familiarisent plus avec la charcuterie. Pour dire aussi, le goût de la charcuterie est quand même spécial, mais qui est très bien, après, bon, très, très bien, disons, accepté par les Vietnamiens parce que nous, je ne sais pas si vous connaissez la cuisine vietnamienne, mais je vois que la plupart des Français aiment bien la cuisine vietnamienne. Et les Vietnamiens, ils sont très curieux, et toujours innovants dans tout ce qui est les produits, fusion dans les produits. Et ils sont très curieux pour les nouveautés, les nouveaux goûts. On n'est pas du tout conservateur. Donc, c'est pour ça la charcuterie, là, que les gens... nous avons organisé une séance de dégustation de la charcuterie et les gens apprécient beaucoup. Voilà. Et puis, parmi les produits de charcuterie, il y a les produits qu'on aime mieux, comme le jambon, comme le pâté. Même le mot pâté en vietnamien, c'est un mot, c'est pâté aussi, c'est un mot emprunté du français. Donc, pour dire que les produits alimentaires français sont vraiment très connus sur le marché. Et la France, par exemple, est 8e position en tout ce qui est charcuterie, mais en premier en foie gras, mais en 4e en saucisson, par exemple. On a des fortes concurrences de l'Espagne et de l'Italie, et maintenant aussi des pays de l'Est. On va commencer à voir sur le marché les produits de la Russie, les produits Hongrie, les produits de Pologne, par exemple, parce qu'il y a pas mal de Vietnamiens qui s'installent là-bas. Voilà. Ces produits-là que le pays apprécie et demande, parce que aussi une des raisons, c'est que c'est facile à conserver. Voilà. Et pour la confiserie, après, on va parler de l'accès du marché. Pour la confiserie, pas beaucoup de contraintes. Pour les produits de charcuterie, comme s'agissant des produits déjà transformés, on n'a pas non plus trop de contraintes non plus. Sauf quelques questions que l'on rencontre, mais comme d'autres pays européens, sur la nitrate et nitrite, mais c'est sur le point de résolu. Voilà, quelques mots sur ce secteur-là. Et le dernier secteur que j'aimerais bien vous parler, c'est des boissons alcoolisées. Pour la slide suivante. Voilà, les Vietnamiens
nous avons, pour parler des boissons alcoolisées, nous avons le côté vin, le côté spiritueux, le pays et la bière aussi. Donc, le pays est producteur à la fois pour la bière, à la fois pour le spiritueux et à la fois pour le vin. Mais très progressé dans la production de la bière. Pourtant, en ce qui concerne les spiritueux et le vin, la production du pays est très limitée. Donc, la plupart des produits spiritueux et vins sont importés. Et la France est toujours leader de vin. Et puis, les Vietnamiens, en ce qui concerne le vin, ils consomment le plus, c'est le vin rouge et le vin tranquille. Et la région que l'on connaît le plus, c'est le Bordeaux. Et pourtant, depuis quelques années, on commence aussi à consommer du vin d'autres régions françaises, comme Roussillon-Languedoc, par exemple, ou Provence, par exemple. Voilà. Et puis, dans ce secteur, le concurrent principal, hein, c'est le Nouveau Monde, c'est le Chili. Le Chili, c'est pour les produits entrée de gamme, que le Chili est number one en termes de volume pour le vin. Et l'Italie, l'Italie est toujours notre concurrent, grand concurrent hein, dans tout ce qui est produits alimentaires, non seulement pour le vin, parce qu'ils sont assez dynamiques sur le marché avec de différentes activités collectives de promotion, par exemple. Espagne aussi, voilà, ce qu'on voit bien. Et pour le pays, il y a 2 plateformes de redistribution que les produits, soit les produits viennent directement des pays comme la France ou l'Italie ou l'Espagne, ou des fois les produits viennent au Vietnam via les plateformes de redistribution comme Singapour et Hong Kong. Voilà. En 2020, on a enregistré une baisse très importante de ce secteur de 40%. C'est suite à la crise sanitaire et suite à la fermeture du secteur HoReCa et l'absence des touristes chez nous. Pourtant, on est à la baisse côté HoReCa, mais la vente en détail, c'est à la hausse avec un fort développement de services de livraison. Et cette remarque est appliquée aussi avec d'autres produits alimentaires. Il y a les importateurs qui se spécialisent pour les hôtels et restaurants, qui commencent aussi à s'orienter vers le retail pour leur business et développer leur propre vente en ligne. Voilà. Voilà, ça c'est pour le côté des produits alimentaires, disons. Maintenant, passons à d'autres secteurs élevage. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, Lannes, peut-être avant d'aborder le point 2. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? N'hésitez pas hein, à poser vos questions maintenant sur les catégories produits ou si vous avez des problématiques par rapport à l'exportation de certaines nomenclatures produits, des difficultés. Bon, écoutez, je vois que il n'y a pas de questions. Je vous laisse poursuivre. D'accord, d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à poser la question pendant cette séance. Pour le secteur d'élevage, dont le Vietnam, c'est un secteur très important du Vietnam, est-ce que nous savons aussi que la Bretagne est très forte aussi. Donc, le Vietnam, la première filière dans l'élevage du Vietnam, c'est filière porcine. Et vient ensuite la filière volaille. Et nous avons aussi la filière bovine, mais plus limitée. Et il faut parler aussi de la filière aquacole. Le pays est un pays exportateur des produits aquaculture, très fort même. Pour la filière porcine, le pays est 2e producteur en Asie, avec un cheptel de 26 millions de têtes. Les Vietnamiens sont très pauvres. Hein. On consomme la viande de porc, c'est la viande la plus consommée au Vietnam. Même depuis 2018, le pays est très touché par la peste porcine
Et le gouvernement a fait beaucoup de promotion en disant c'est mieux de manger la volaille, il faut remonter la proportion de bovines. Mais pourtant, les Vietnamiens, dans les habitudes alimentaires, on est très, très porcine. Donc, ça reste toujours une filière importante pour nous. Et les produits, on a une grosse production qui sert principalement pour le marché domestique, est aussi une partie à l'export, mais pour que la Chine est le plus grand client du Vietnam. Et pour le volaille, on a aussi un cheptel de 496 millions de têtes. Et puis, en termes de consommation, moins par rapport à la viande de porc. La viande de porc, c'est 25 kilos par an par habitant. Pourtant, pour les volailles, ça diminue à 19 kilos par habitant et par an. Et pour la filière bovine, c'est la troisième filière. Et la consommation de la viande bovine reste plus bas par rapport aux volailles et porcs, d'une part lié aux habitudes alimentaires et d'autre part aussi, je pense que lié au prix. Le prix de la viande bovine est plus cher par rapport à la viande volaille ou aux porcines. Et puis, on importe beaucoup, hein. On importe beaucoup de la viande bovine et on importe aussi des bovins viande depuis l'étranger. Il faut parler aussi de l'aquaculture. On est un pays exportateur et les produits principaux exportés, ce sont les poissons et les crevettes. Et cette croissance à l'export, c'est tous les ans, mais c'est un peu ralenti pendant cette année, je pense pour le troisième trimestre cette année, c'est un peu ralenti. Voilà. Et ce qu'on cherche en termes de besoins, ce qu'on cherche, c'est des génétiques animales, la solution des chaînes d'abattage et de transformation aussi, et la gestion automatique des fermes. Parce que là, la peste porcine et le Covid a fait changer aussi ce secteur. Nous, la caractéristique de ce secteur, c'est qu'on a beaucoup de fermes familiales de taille très petite et de taille très petite qui ne peuvent pas survivre après les crises. Donc, la tendance, c'est que soit elles se regroupent, soit elles sont absorbées par les grands groupes. Sur ce secteur, on a les grands groupes locaux et comme Hoa Phat et Dabaco, mais on a aussi les grands groupes internationaux comme CP Thaïlande et DeHeus, par exemple, et la présence française Onmix, par exemple. Et Onmix s'installe bien au Vietnam et ça marche très bien au Vietnam. Donc, c'est un secteur très potentiel en termes génétiques. Les génétiques porcines français, par exemple, c'est très bien apprécié au Vietnam. Et puis, par exemple, nous avons Asium qui les affaires marchent bien ici, un exemple. Et pour les alimentaires, pareil, le pays est très dépendant de l'importation des ingrédients pour produire l'alimentation animale. Voilà. Donc, quelques éléments à partager avec vous de ce secteur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que nous avons notre grand expert, Mai, c'est notre expert élevage de ce secteur qui est là pour répondre à votre disposition, pour répondre à toutes les questions. Et en ce qui concerne les industries agroalimentaires, comme j'ai aussi parlé avec vous tout à l'heure sur les différentes cultures du Vietnam. Donc, Vietnam, à part le riz, on est exportateur de riz, exportateur de café, exportateur de poivre, exportateur de fruits et de légumes aussi. On a des grandes cultures de fruits et de légumes. Pourtant, on a vraiment manque de la technologie de conservation post-récolte, aussi manque de technologie pour tout ce qui est transformation. Pour l'instant, les produits que l'on exporte,
la plupart sont les produits frais ou les produits transformés, mais c'est vraiment élémentaire, premier degré, premier niveau de transformation, qui n'apporte pas beaucoup en termes de valeur ajoutée au pays. Donc, le pays est preneur de tout ce qui est nouvelles technologies ou équipements favorables à des produits, surtout les produits que l'on est fort à l'export, comme le café, comme les fruits et légumes, par exemple, ou comme les produits aquacoles. Voilà. Ça, c'est en termes de fruits et de légumes. Et pour la filière porcine, comme on est le deuxième pays en Asie de production, le pays, il y a un moment limite aussi l'export des produits bruts en termes de viande, mais qui existe des entreprises locales à développer la transformation pour pouvoir avoir plus de valeur à l'export sur le port et surtout sur les produits aquacoles. Et nos besoins sont liés fortement à des équipements et des solutions de l'emballage pour la transformation et aussi les équipements liés à la chaîne du froid et au stockage. Et surtout, les équipements qui nous permettent à être transparent à la traçabilité des aliments. Donc, sur ce serment, c'est aussi un serment à tenir compte. Voilà. Et puis, si on parle de l'impact du COVID sur ce secteur, on voit la tendance de fusion ou d'absorber les petites entreprises ou les petites fermes. Et on voit aussi les grands acteurs qui sont toujours prêts à investir dans les équipements ou dans la nouvelle technologie. Nous, maintenant, c'est un peu à la mode de parler de l'industrie 4.0 dans tout ce qui est à la fois élevage et culture aussi. Voilà. Et pendant la crise, on met beaucoup plus d'accent sur la biosécurité avec l'augmentation, avec les outils, avec de différents outils de contrôle pour une meilleure valorisation des produits. Voilà, c'est le côté produit que j'aimerais bien parler, les idées principaux. Maintenant, on va passer à la partie de consommation et de distribution. À la tendance de consommation, pour connaître un peu le marché, je pense que les quelques éléments clés que nous avons mis sur ce schéma, c'est que nous avons la classe moyenne qui est très développée et qui développe rapidement. Qui dit classe moyenne développée, qui dit augmentation du pouvoir d'achat aussi et des consommations. Et le Vietnam a pour ce moment une population très jeune, en moyenne 30 ans, 35 ans. Et puis 35% de la population dans les zones urbaines. Donc, ce sont les consommateurs, en fait, très potentiels pour les produits, surtout pour les produits importés. Et dans les tendances à noter, on a vu la tendance pour la premiumisation des produits. Bien évidemment, cette tendance ne touche pas tous les consommateurs, mais plutôt qui touche les clients premium. Et aussi une autre tendance sur les produits bio que j'ai parlé avec vous tout à l'heure. Tout ça qui sont liés à un intérêt croissant pour les produits occidentaux. Un peu la mode de vie occidentale qui est très cherchée par les jeunes et aussi par d'autres catégories d'âge aussi. C'est un peu à la mode aussi. Maintenant, le pays est très ouvert depuis 1980. Le pays est déjà très ouvert. Les jeunes qui font les études à l'étranger, le business très développé. Les gens qui se déplacent entre le Vietnam et d'autres pays,
et qui rentrent dans le pays avec les nouveaux modes de vie. Donc, c'est pour cela, c'est une très bonne occasion, c'est une bonne opportunité pour les produits importés. Et comme maintenant, nous avons déjà un certain niveau de revenus, tout ce qui est de base, c'est déjà satisfaisant et on est allé plus loin pour chercher les produits bons pour la santé. On commence à mettre plus attention pour les produits quand on achète, est-ce que ce sont les produits bien pour la santé ou qui produisent ni pour la santé, par exemple. Donc, ce sont les éléments importants à retenir dans la tendance de consommation pour le marché vietnamien. Et en ce qui concerne le réseau de distribution, ici, on essaie de distinguer deux niveaux pour vous, les réseaux de distribution pour le B2C et les niveaux de distribution pour le B2B. La distribution B2C, il y a deux éléments. Un, c'est, comme j'ai parlé tout à l'heure, les canaux de distribution traditionnels et modernes. Et le deuxième pilier que je viens de vous parler, c'est la vente en ligne. Donc, en parlant des canaux de distribution traditionnels qui restent pour ce moment, la majorité, mais la tendance, c'est à la baisse. Et le canal moderne, pour l'instant, qui représente que 30%, mais selon la plus récente estimation, que ce taux 30%, ce sera passé à 40% à la fin de cette année. Voilà, et dans les grandes distributions, dans la distribution moderne, on retrouve ici un peu le tout. Hein. Vous avez les centres commerciaux avec les supermarchés, les hypermarchés, les supérettes, et vous avez aussi les grandes distributions, mais spécialisées, par exemple spécialisées dans tous les produits importés, les produits gourmets, ou récemment, on voit des chaînes, des boutiques pour les produits bio, par exemple. Depuis la période de 2016 à 2019, c'est la période où on observe un fort développement des grands supermarchés et hypermarchés. À l'époque, nous avons les deux enseignes françaises, c'est Casino et Auchan. Mais malheureusement, ces deux enseignes, après, sont revendues. Un Casino s'est revendu à Central Group, filiale de Central Group Vietnam. Et Auchan est revendu après à un enseigne vietnamien, c'est Coopmart. Et pour la période de 2020 et 2022, on voit un boom des petits supermarchés parce qui est lié à des habitudes de shopping des Vietnamiens. C'est que les Vietnamiens, c'est pas comme les Français, hein, vous faites des courses pour les aliments, par exemple, toutes les semaines. Pourtant, les Vietnamiens, ils aiment bien faire des courses. Ils peuvent faire des courses, ça dépend, ça tous les jours, auprès des marchés traditionnels, ou bien au bout de quelques jours. Il aime bien faire les courses souvent, donc il fait les courses à proximité. C'est pour cela les store convenience et les supérettes sont bien développées. On voit, il y a des chaînes, des mini-supermarchés locaux comme les Vinmart, comme les Bergermat, et aussi d'autres chaînes de proximité comme Circle K, G7 Mart, 7-Eleven par exemple. Et selon les prévisions, la période de 2021 à 2025, ce sera la période dédiée à e-commerce. Parce que il y a le e-commerce, surtout pendant la crise, c'est très développé. Sans parler pour les Vietnamiens, on est très connectés. Hein. Les Vietnamiens, on est très connectés. Au Vietnam, il y a à peu près 68 millions d'internautes sur une population de 97 millions. Voilà. Et sans parler que nous avons la main-d'œuvre qui n'est pas du tout chère. C'est pour ça le système de livraison est très bien organisé et pas du tout cher. Pour une commande en ligne, vous pouvez recevoir les produits
c'est le plus rapide au bout de 30 minutes ou 1 heure. Hein. Pas la peine d'appel même le lendemain pour avoir la livraison. Donc, c'est très facile. Et avant, pour les produits alimentaires, les ventes en ligne, ça peut être via les websites des JMS ou via les réseaux sociaux, parce que les Vietnamiens, ils sont très réseaux sociaux. Pour nous, le Facebook, c'est le lieu où on fait beaucoup d'achats, par exemple. Ou le Zalo, c'est équivalent un peu au WhatsApp en Europe. Les Vietnamiens utilisent beaucoup Zalo aussi pour acheter des choses. Et les opérateurs de e-commerce comme Lazada ou Shopee, avant, c'était plutôt que pour d'autres produits hors alimentaires ou aussi alimentaires, plutôt, c'est des produits comme les produits confiserie ou biscuits, les produits secs. Mais maintenant, on commence aussi à acheter les produits, disons, frais, mais c'est juste le commencement, auprès de ces opérateurs e-commerce. Et pour vous parler aussi récemment qu'on a vu les initiatives des Australiens et les Danemark, ils ont acheté un espace sur Lazada. Lazada, c'est un opérateur de e-commerce. Ils ont acheté un espace sur Lazada pour organiser une sorte de pavillon Danemark et de Australian Pavilion et regrouper les produits australiens ou provenant de Danemark, TAS australien, par exemple, sur Lazada. C'est la nouvelle initiative, je pense, qui est liée beaucoup à cette tendance et qui est beaucoup des impacts de la crise sanitaire. Voilà. C'est ce que Bon, pour parler de la vente en ligne ou des commerces, on a beaucoup de choses à parler, hein, mais vu le temps, voilà, ce sont les éléments que je pourrais parler avec vous. Vous pourrez, Lan, désolée de vous couper, je reviens sur les plateformes en ligne là, et les canaux de distribution. Enfin, on en a discuté en off avant ce webinaire, mais on va rajouter une diapo avec les principaux acteurs de la distribution, que ce soit en réseau traditionnel ou en e-commerce. Là, on a parlé de Lazada, mais il y en a peut-être d'autres, des acteurs majeurs dans la vente en ligne. On va vous rajouter une diapo avec ces acteurs majeurs de la distribution. Oui, donc je pourrais ajouter quelques noms des grands acteurs sur le marché de la grande distribution. Et là, c'est le côté B2C. Maintenant, on va attaquer le côté B2B. Donc, un produit français pour rentrer dans le pays, il faut soit créer une filiale au Vietnam, si vous souhaitez développer le côté production, par exemple, une filiale où vous pouvez aussi implanter ici, créer des usines, monter une usine, des produits au Vietnam, et depuis le Vietnam exporte dans d'autres pays de la zone. Hein. C'est déjà le cas de Ben Group. Et depuis le Vietnam, ils ont fabriqué leur fromage et puis exporté dans d'autres pays de l'Asie. Et de Onmix, par exemple, dans le secteur élevage. Et on a beaucoup d'autres exemples aussi. Donc, le pays est très ouvert, même avec des entreprises à 100% d'investissement étranger. C'est ouvert aussi. Donc, soit vous vous implantez via une filiale, et soit vous pouvez, et pour les produits comme les produits alimentaires ou les boissons alcoolisées, ou les produits génétiques, par exemple, vous pouvez aussi trouver un importateur ici. Parce que ça, ce sont les acteurs incontournables sur le marché. Il faut passer par un importateur si vous n'avez pas de représentation ici ou pas de filiale ici. Parce que c'est eux qui disposent de licences, qui connaissent le réseau, qui connaissent le marché et qui disposent de la licence d'importation et qui s'occupent de tout ce qui est procédures locaux pour faire, et qui travaillent aussi le marché après pour faire rentrer vos produits. Donc, le fait de trouver un bon importateur est très important pour pouvoir ensuite rentrer au marché. Et sur le marché, tout à l'heure, on a parlé de la distribution des marchés traditionnels ou des supermarchés. Et sur le B2B, il faut parler aussi le secteur HoReCa, hôtel et restaurant. Donc, chez nous,
Vous voyez sur l'écran, on a plus de 500 000 de restaurants. Donc, vous avez de toutes sortes, de tout type. Hein. Ça peut être les restaurants rapides ou les petits restaurants ou les cafés-bars. Et dans les cafés-bars, on peut manger ou les restaurants appartenant à des chaînes. On a pas mal de restaurants appartenant à des chaînes aussi. Et le chiffre d'affaires de ce secteur en 2019, c'est 200 milliards dollars, donc à peu près 180 millions d'euros. Donc, c'est une augmentation de 34% par rapport à 2018. Et selon une prévision, en 2023, ce chiffre va atteindre 370 millions. Donc, ce secteur développe encore parce que le Vietnam, est un pays très touristique. Et non seulement pour les touristes étrangers, mais aussi la partie tourisme domestique est très bien développée aussi. Donc, ce secteur va développer encore dans l'avenir. À part les restaurants, aussi, on aura le côté hôtel ou resort. Les resorts de luxe, les resorts de 5 étoiles ou 6 étoiles, parce qu'on a des belles régions côtières, des belles plages. Donc, je pense que c'est aussi une raison qui fait que le marché vietnamien est très potentiel. Et là, avec le Covid, la fermeture de la frontière, l'absence de touristes, qui fait beaucoup baisser les ventes des hôtels et restaurants, mais qui fait augmenter pour le côté retail, et surtout pendant le temps de confinement. Hein. Ce sont les entreprises dans la distribution de détail qui gagnent le plus. Voilà. Et puis même les importateurs avant qui se concentrent que sur les hôtels et restaurants, maintenant, ils commencent aussi à ouvrir vers le retail, soit via les canaux en vente en ligne, soit ils s'approchent plus des acteurs en grande distribution pour pouvoir référencier leurs produits dans les GMS. Merci, Lan. Juste une petite info sur le timing. Il nous reste 20 minutes, Lan, pour aborder le reste des voilà. Je pense que l'essentiel, on a déjà parlé. Et là, c'est juste une petite analyse à avoir avec vous en termes de force, de faiblesse de l'offre française et à la fois les opportunités pour les produits français. Pour que les forces des produits français, c'est que quand on parle des produits français, sous les yeux des Vietnamiens, c'est équivalent de qualité. Les produits français ont toujours une image positive sur notre marché. Et puis, la France a toujours une offre très diversifiée et qui permettant s'adapter à la demande locale. Ça, c'est la partie de la force. Et la faiblesse, c'est que en premier, c'est le packaging, hein, parce que les importateurs qui nuisent tout le temps dans les négociations pour pouvoir avoir un autre packaging, c'est toujours pas facile, parce que les goûts sont différents entre les Français et les Vietnamiens, donc entre les Européens et les Asiatiques. Certes, les packaging français, c'est très classe avec les couleurs, mais pour les Asiatiques, ils aiment bien les couleurs fléchées comme rouge, par exemple. Donc, du coup, pour demander à changer le packaging, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, il faut un certain volume pour pouvoir changer le packaging. Tandis que pour les consommateurs, le packaging, quand même, est très important d'abord pour attirer leur attention. L'adaptation au goût local, voilà, pour nous, les Vietnamiens sont curieux par rapport aux nouveaux goûts, mais pourtant, sur les produits, ils veulent aussi avoir une fusion entre les deux, français et vietnamiens. Pour ce moment, on voit déjà un peu de changement quand on travaille avec quelques entreprises françaises qui sont prêts à s'adapter aux goûts locaux. Donc, je pense que c'est un élément très important quand vous approchez du pays.
Et surtout, quand les importateurs, ils se plaignent assez souvent quand on discute avec eux, c'est que les entreprises françaises sont assez peu flexibles dans tout ce qui est marketing et promotion de produits. Donc, c'est pour cela, et un nouveau produit pour faire rentrer sur le marché, c'est très important. Le travail de marketing et le travail de promotion des produits. Et il manque d'investissement côté français, côté fournisseur français pour ça. Voilà. Et les produits français, comme sont toujours les produits de qualité, et sous les yeux de consommateurs, ces consommateurs pensent toujours ces produits haut de gamme, donc chers. Donc nous devons à chaque fois répéter que on a de différentes gammes, on a aussi des produits très abordables en termes de prix, mais toujours de bonne qualité. Voilà, donc je pense que c'est aussi un travail, c'est un travail de promotion à faire là-dessus. Et parfois, les importateurs, ils se plaignent qu'il manque parfois de la réactivité auprès des fournisseurs français. Par exemple, quand il écrit pour demander un devis, il ne peut pas avoir dans les temps nécessaires. Donc, des fois, il y a des entreprises qui prennent qui mettent un peu de temps pour répondre à des prospects locaux, par exemple. Là, c'est le côté faiblesse. Et puis, en parlant des opportunités françaises, je pense que nos entreprises ont beaucoup d'opportunités dans de différents secteurs que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un seul élément que je n'ai pas parlé, qu'on va peut-être parler dans la partie accès marché. C'est depuis l'année dernière, 1er août 2020, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam est rentré en vigueur, qui prévoit un démantèlement des droits de douane pour les produits, différentes catégories de produits. Et puis, ça dépend de catégories de produits que ce taux de droits de douane pourrait être à zéro entre 1 an et 10 ans. Voilà. Et la menace sur le marché, c'est que le marché est potentiel, mais il y a beaucoup de concurrence. Les concurrents ici, c'est les concurrents, à la fois les concurrents des acteurs locaux et aussi fortes concurrents internationaux. Les Américains, ils sont très présents. Les Australiens, ils sont très présents. Surtout les États-Unis, sont très présents ils ont des moyens pour faire la promotion, par exemple. Même les pays européens comme l'Espagne ou l'Italie, ils font beaucoup d'activités, ils font beaucoup d'événements collectifs pour la promotion de leurs produits. Tandis qu'à ce niveau, la France est assez limitée. Voilà quelques recommandations pour vous. Et en termes d'accès au marché, pour parler d'accès au marché, c'est un peu large pour dire, je pense, pour cette question, il vaut mieux, si vous avez des questions au niveau de réglementation, vous pouvez nous contacter individuellement. Parce que ça dépend des produits. Hein. Par exemple, les produits frais, comme de la viande, par exemple, il faut d'abord que le marché soit ouvert. Pour l'instant, le marché vietnamien est ouvert pour la viande bovine et la viande porcine française, par exemple. En termes de fruits et de légumes, pareil, il faut que le marché soit accès pour exporter. Pourtant, pour les produits transformés, nous n'avons pas de contraintes. Et pour chaque catégorie de produits, on a des textes de loi spécifiques. Donc, si vous avez des questions en termes de réglementation, nous pouvons échanger avec vous après cette séance. Voilà, pour ça. Et en ce qui concerne l'accord libre-échange, j'ai aussi parlé tout à l'heure. C'est très favorable dans le sens pour le Vietnam et l'Europe, mais si c'est l'Europe, c'est la France et d'autres pays de l'Europe aussi. Hein. C'est le démantèlement des droits de douane. Voilà. Et quelques exemples d'accompagnement. Nous avons la chance aussi de travailler avec des entreprises Bretagne. Je cite ici, par exemple, Cooper est bien implanté ici au Vietnam et est aussi dans d'autres pays de la zone comme Thaïlande, Bangkok. Donc, Cooper a deux bureaux à Ho Chi Minh Ville et à Bangkok aussi. Et depuis ces deux villes, il attaque d'autres marchés
de la zone. Et on travaille étroitement avec eux, par exemple. Ou bien récemment, on a travaillé pour l'entreprise SIL au Timac Agro, via les études réglementaires ou études de marché. Voilà, donc nous sommes entièrement à votre disposition et avec un grand plaisir de vous accompagner sur notre marché ou de marché ASEAN et Oceanie. Merci beaucoup, Lana. Ici, voilà, ouais. Donc c'est un petit organigramme parce que je vous ai aussi parlé tout à l'heure que nous, maintenant, on intervient non seulement au niveau du pays, mais plutôt au niveau de la zone. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est de aider les entreprises françaises à bien cerner des marchés dans la zone potentielle pour leur offre. Identifier avec eux de différentes étapes. Par exemple, j'ai un exemple, si une entreprise nous approche en disant, tiens, je veux bien exporter du vin au Vietnam. Ensuite, on discute et on va dire peut-être dans un premier temps, il vaut mieux que vous attaquez le marché thaïlandais d'abord et deuxième temps, vous pouvez de suite attaquer le Vietnam, par exemple. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire et d'essayer d'identifier avec eux de différentes étapes à faire. Soit par la priorisation des marchés ou bien ensuite par les études de marché ou bien on peut aller directement dans la recherche de partenaires, par exemple. Donc, voilà. Et nous avons actuellement, c'est vrai que ce qui est différent qu'avant, c'est qu'avant, on accompagne une entreprise que sur notre pays, mais maintenant, une entreprise qu'on essaye de profiter de l'entreprise sur au minimum 2 pays de la zone. Donc, finalement, quand on accompagne l'entreprise, c'est toujours, c'est la plupart des cas, ce sont les prestations multi-pays que l'on fait. Par exemple, Timac, là, qu'on a fait une prestation multi-pays pour cette entreprise. Donc, voilà, c'est notre équipe zone. Et vous allez voir aussi mes 2 collègues. Mai, elle est seulement expert Vietnam sur l'élevage, mais elle est aussi expert de la zone sur l'élevage. Et Miss Wan, elle est expert Vietnam sur boissons alcoolisées, mais elle est aussi référent sectoriel boissons alcoolisées de la zone ASEAN et Océanie. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, vous avez mes coordonnées et vous avez Eric et Karen. Si vous avez des questions plus détaillées sur le marché, n'hésitez pas. Exactement. C'est ce qu'on disait voilà, en début de webinaire. Hein, si vous voulez approfondir certains points ou si vous voulez échanger de manière confidentielle, il est tout à fait facile d'organiser une visio avec Eric et Lan ou ses collègues sur la zone. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez les contacts de tout le monde dans cette présentation. Présentation donc, qui sera, je le répète, disponible sur BCI Info ainsi que le podcast de ce webinaire. On arrive à la fin de ce rendez-vous de ce matin. Vous pouvez noter dans vos agendas, si vous n'êtes pas déjà inscrit, les prochains jeudis de l'agro. Le prochain rendez-vous, c'est le Mexique le 4 novembre. Ensuite, la Suisse le 18 novembre et le Japon, enfin, le dernier de l'année, le 2 décembre. Vous retrouverez toutes les informations sur l'agenda sur notre site web. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci encore, Lan, pour cette intervention ce matin et pour le travail effectué pour cette présentation. Merci à nos 2 partenaires, ABEA et Produits en Bretagne, de nous accompagner tout au long de ces jeudis de l'agro. Merci, Eric. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner. On vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.